en direct de chez vous. Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct aujourd'hui, on ne peut pas faire mieux. Je ne vais pas vous dire qu'on est à des kilomètres d'Angoulême. Nous sommes en plein cœur d'Angoulême, sur le plateau, à côté de l'hôtel de ville. Pourquoi à côté de l'hôtel de ville ? Eh bien parce que nous avons la chance d'avoir Florent Gaillard qui est ici à côté de moi, qui est à la fois, comme vous le savez sans doute, la plupart d'entre vous, le directeur des archives municipales et aussi le directeur du musée du papier. Mais c'est l'historien que nous allons voir aujourd'hui, puisque nous allons faire le tour. Nous allons assiéger l'hôtel de ville par la parole, et puis pour mieux vous le faire découvrir, cet hôtel de ville qui a subi beaucoup de transformations jusqu'à aujourd'hui. Alors Florent, merci de nous accueillir au pied de cette tour, et puis nous allons nous laisser guider. Bonjour Florent. Bonjour Jean-Michel, très heureux de vous accueillir ce matin devant ce palais municipal, cet extraordinaire hôtel de ville d'Angoulême qui rassemble, vous allez voir, deux histoires en une. Deux histoires, d'abord celle des comtes d'Angoulême et puis bien sûr celle des maires d'Angoulême, puisque c'est aujourd'hui la maison commune, la maison des citoyens d'Angoulême, l'hôtel de ville. Alors Florent, ce que j'aimerais, c'est que vous nous resituiez cet endroit au milieu de ce plateau, comme on dit, d'Angoulême. L'histoire de cet endroit, c'est un promontoire, c'est un château fort, on domine la vallée de la Charente d'un côté, et puis on a des douves naturelles. Alors effectivement, on est au cœur de la ville d'Angoulême, sur ce plateau, cette acropole si célèbre d'Angoulême qui fait de cette ville évidemment une cité fortifiée dès le Moyen-Âge. Et au cœur de cette ville se trouve ce château qui a une histoire extraordinaire puisqu'à l'origine, c'est une femme. C'est une femme qui va vouloir, notamment le donjon qui est derrière moi, vous voyez, cette haute tour crénelée de la fin du XIIIe et début du XIVe siècle. Cette femme, c'est Isabelle Taillefer. C'est une jeune angoumoisine de 14 ans, c'est la fille du comte d'Angoulême, et elle va se trouver reine d'Angleterre par son mariage avec le roi Jean Santerre en 1200. Elle est enlevée même, alors qu'elle devait épouser un autre homme du Poitou, un Lusignan. Elle se trouve donc enlevée par le roi d'Angleterre et devenir reine d'Angleterre. Elle donnera plusieurs enfants au roi. Elle restera de longues années dans le palais de Westminster à Londres. Et à la mort de son mari en 1215, elle revient à Angoulême. Et évidemment, vous en doutez, elle était comtesse reine. Elle avait été reine d'Angleterre. Le palais des comtes d'Angoulême était en face de l'église Saint-André, un petit palais. Et donc, on souhaite pour elle quelque chose de grand, et elle veut un palais municipal, un palais royal presque, on va dire, et elle va faire construire, elle va avoir l'idée de ce château neuf, comme on va l'appeler, au cœur de la cité. Donc c'est une femme qui est à l'origine de ce château et de ce donjon, puisque de ce château d'origine subsiste seulement le donjon. Alors, vous parliez d'une tour, c'est la tour ronde dont vous parliez ou la tour octogonale ? La tour octogonale, le donjon, la tour la plus haute de l'hôtel de ville d'Angoulême, puisque ce sont les seules tours qui subsistent du Moyen-Âge. Donc cette tour haute, le donjon, dit des Lusignans, puisqu'il a été achevé par les petits-enfants d'Isabelle Taillefer, donc la reine d'Angleterre. Ce tour haute manifeste le pouvoir, bien sûr, comtal, visible de des kilomètres à la ronde autour de la ville d'Angoulême. Très bien. Isabelle Taillefer, qu'est-ce qu'il lui avait trouvé Jean Santerre, il était passé par là. Comment ça s'est fait cette histoire ? C'est juste une petite histoire dans l'histoire, là. Alors, c'est une histoire politique, bien sûr, vous en doutez, parce qu'Isabelle Taillefer devait épouser un comte du Poitou qui aurait constitué une sorte de grand domaine territorial, et le roi d'Angleterre, qui était le suzerain, ne voulait point de cela. Et on peut imaginer, bien sûr, qu'en l'épousant, il évitait cette constitution, et en même temps, c'était une très jolie femme, une des plus belles femmes de son temps. Donc, à 14 ans, elle est enlevée par le roi d'Angleterre. On a dit d'ailleurs que c'était le plus grand scandale qui advint jamais en Angoumois. Imaginez, et il enlève Isabelle Taillefer le jour de son mariage avec un autre. Donc c'est évidemment une histoire assez incroyable pour l'épouser un peu plus tard à Chinon. Bien, alors revenons à cette Isabelle Taillefer qui revient d'Angleterre, toute couronnée de gloire sans doute, et puis je pense que ça lui a ouvert l'esprit à d'autres choses, d'être en Angleterre tout ce temps, et dans une cour royale. Elle veut avoir sans doute, et on veut lui construire quelque chose de magnifique, c'est ce que vous disiez. Qu'est-ce qu'il y avait à la place de ce palais qu'elle a fait construire ? Alors, il n'y avait absolument rien, ce sont des terres vierges, donc on est au cœur de la cité, et surtout,
de ce côté-là, la ville n'était pas défendue du côté de la préfecture. Et c'est elle qui, en plus de la construction de ce château, va faire construire avec son second époux, puisqu'en revenant en Charente, elle épouse le fils de son premier fiancé. C'est une femme qui a du caractère et du tempérament. Elle va faire agrandir les remparts de la ville et construire tous les remparts du côté du boulevard Émile Roux, aujourd'hui, dont tout le quartier de la préfecture. C'est le parc du château, en quelque sorte, qui sera loti beaucoup plus tard. Donc on part de rien. Mais quelque part, à partir du XIIIe siècle, cette partie d'Angoulême donc, est construite et elle devient le lieu du pouvoir comtal, un pouvoir important. Les comtes d'Angoulême, Lusignan, bien sûr, puisqu'elle a épousé un Lusignan, vont se succéder jusqu'au rattachement du comté à la couronne. Mais il y a encore beaucoup d'autres histoires. Je m'en doute. Alors maintenant qu'on est parti d'Isabelle Taillefer et qu'on va remonter dans le temps, cette tour ronde dont je parlais, qui est peut-être pas tout à fait ronde d'ailleurs, parce qu'elle est comprise dans des bâtiments du 19e siècle. Alors, je voudrais juste ajouter personnage, parce qu'après une femme, il y a souvent un homme. Et donc, derrière ce donjon octogonal se cache aussi une belle figure de l'histoire qui est le prince noir. Souvenez-vous, on l'appelait le prince noir au XIVe siècle parce qu'il avait une armure sombre. Le prince noir, c'est le fils d'Édouard III, roi d'Angleterre. Et lui aussi, au XIVe siècle, il est l'homme fort, puisque la région est occupée et sous l'autorité anglaise à ce moment-là. Et on sait que le prince noir a vécu dans ce château. Il a réuni ses États. Sa femme a même accouché d'un enfant dans cette demeure. Et on sait que Angoulême, le château d'Angoulême a été l'une des demeures chéries du prince noir au XIVe siècle. C'est une histoire un peu oubliée qu'on est ravi de raviver aujourd'hui. Alors je reviens à l'autre tour, puisque de cette époque médiévale si riche dans la ville d'Angoulême, subsiste seulement, je vous l'ai dit tout à l'heure, deux tours, le magnifique donjon, et puis cette tour ronde plus basse, mais plus large, qui effectivement appelait la tour des Valois, puisque c'est une autre dynastie de comtes d'Angoulême qui arrive sur on va dire sur le trône local, si on peut dire, au XIVe siècle, et qui vont se succéder. Cette famille des Valois Angoulême vont devenir célèbres, puisque vous savez que le rejeton le plus célèbre, c'est François d'Angoulême, le grand François d'Angoulême, qui en 1515 devient le nouveau chef de l'État, le roi de France, sous le nom de François Ier. Donc cette tour des Valois, elle a toute une histoire, bien sûr. Elle est construite au milieu du XVe siècle par le grand-père de François Ier. Et c'est surtout dans cette tour, au premier étage, que va naître, le 11 avril 1492, la célèbre Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier, sœur aînée, dont nous avons la statue à 2 pas et que nous allons aller admirer tout à l'heure. Donc c'est une tour historique, bien sûr, puisqu'elle a hébergé en quelque sorte la chambre natale de cette grande princesse, de cette reine de la Renaissance qui a été Marguerite d'Angoulême. Comment peut-on imaginer ce château à ce moment-là, avec son donjon et cette tour je vais dire, qu'est-ce qu'il y avait autour des tours? Alors il faut imaginer un corps de logis important entre les deux tours, entre le donjon et la tour des Valois, elle est également en retour derrière. Donc 2 corps de logis qui avaient été également construits par le comte Jean, c'est le grand-père de François Ier, je parlais de lui tout à l'heure, qui lui aussi a bien vécu la guerre de 100 ans, puisqu'il a été prisonnier 32 ans en Angleterre, et qu'à son retour de cette longue prison, ce long temps de prison, est venu en Charente et a reconstruit ses châteaux, Angoulême, Cognac, Bouteville, Châteauneuf, un gros travail de reconstruction, une politique de New Deal finalement, à une époque où on sortait de la guerre de 100 ans, où la ville était un peu ruinée. Il a su redonner du travail aux Charentais et créer toute une sorte d'activité économique. Et il avait même demandé au roi Louis XI d'exempter les habitants d'impôts pour repeupler la ville et relancer le commerce. Donc le comte Jean avait fait de ce château quelque chose de très beau, et il est resté comme ça au fond, jusqu'au milieu du 19e siècle. Il a traversé toutes les aléas de l'histoire, les guerres de religion, la Révolution. On sait que le château est devenu, à la fin de l'Ancien Régime, la demeure du gouverneur, c'est-à-dire le représentant du roi. On sait que, par exemple, que Voltaire est venu ici visiter une personne qu'il connaissait, qui était gouverneur du château. Et puis la Révolution l'a transformé aussi en prison. Et tout va changer donc vers 1838. Le château est encore intégralement conservé,
Mais là, c'est une autre histoire qui commence. Bien, alors où est-ce qu'on peut déambuler? Parce que vous savez que le principe de l'émission, cher Florent, eh bien, c'est de bouger dans la ville et pour donner, comment dire, un peu plus d'âme et puis être dans l'air du temps autour des monuments et ou des gens qu'on rencontre. Alors là, je vous propose bien sûr de rencontrer une femme, je viens de vous parler d'elle, une femme célèbre de la Renaissance, une des premières à écrire en français, Marguerite d'Angoulême. Vous savez, on l'appelait la perle des Valois. Nous avons la chance d'avoir cette statue magnifique, bien chère aux Angoumoisins, et vous allez voir qu'elle est pleine de symboles. Alors on va se placer devant cette statue qui a été restaurée récemment par la ville d'Angoulême. Très belle statue de marbre. Et vous voyez son piédestal déjà particulièrement intéressant. Vous avez des marguerites qui sont représentées pour bien marquer son prénom, bien sûr. Et vous avez aussi un V et un B. V comme Valois, B comme Bourbon, puisqu'elle fait le pont entre ces deux dynasties des rois de France. Elle est la sœur du roi François Ier, mais elle est aussi la grand-mère du roi Henri IV, qui est le premier des Bourbons. Et puis à la base, vous avez bien sûr sa date de naissance, son décès, et puis tous les différents ouvrages qu'elle a pu écrire, l'Heptaméron, et un certain nombre de nouvelles et d'autres œuvres littéraires de grande qualité. Et puis juste au-dessus, bien sûr, vous avez cette grande statue qui date de la fin du 19e siècle et qui représente Marguerite. C'est une œuvre de Badiou de la Tronchère, qui est un grand sculpteur de la fin du 19e. Et on voit bien sûr qu'elle a un beau médaillon qui représente son frère, et surtout qu'elle a à la main et qu'elle tient un livre, elle qui a été justement la femme du livre, une des premières femmes de lettres en France, l'amie des artistes. Et on aime rappeler que Marot disait d'elle, Marot qui était son valet, à propos d'elle, il disait corps féminin, cœur d'homme et tête d'ange. Magnifique. Elle a Vous été pouvez nous le chantée. répéter? Corps féminin, Oui. cœur d'homme et Oui. tête d'ange. Ah, formidable. Et Ronsard, un peu plus tard, quand elle meurt au château d'Odos, en Béarn, elle est enterrée dans la cathédrale de l'Escar, près de Pau. Ronsard dira de ce tombeau, qui existe encore, parce qu'elle est toujours inhumée dans la cathédrale de l'Escar, tombeau qui, à jamais, enserre tout ce que l'univers possédait d'honneur, de grâce et de beau. Voilà, et cette femme exceptionnelle de la Renaissance qui a protégé les premiers réformés, on va dire, ceux qui contestaient un petit peu l'Église au XVIe siècle, sans jamais tomber dans la réforme d'ailleurs, parce qu'elle est toujours restée catholique, mais elle a toujours soutenu le débat, la littérature, les artistes, les écrivains, et un certain nombre, bien sûr, de musiciens. On sait qu'elle a protégé Rabelais aussi, et d'autres écrivains. Donc c'est un personnage exceptionnel. Elle a eu la chance d'être la sœur du roi, parce que peut-être qu'elle aurait eu Ça aide. un destin un peu plus compliqué dans ses publications si elle n'avait pas été la sœur du roi. Puis elle a eu deux mariages, le duc d'Alençon et ensuite bien sûr le roi de Navarre. C'est pour ça que on l'appelle, nous Angoulême, Marguerite d'Angoulême, c'est Marguerite de Valois, Marguerite d'Angoulême. Mais si vous allez à Pau, vous aurez Marguerite de Navarre. C'est la même, bien sûr, mais elle a vécu, elle a restauré le château de Pau avec son mari. Donc, bien sûr, à Pau, c'est Marguerite de Navarre, ainsi que dans ses ouvrages, dans ses nombreux ouvrages qu'elle a publiés, c'est souvent la reine de Navarre. Donc, c'est un personnage qu'on aime bien à Angoulême. Elle est présente, bien sûr, devant le château. Elle y est née en 1492. La date est inoubliable, bien sûr. Elle a un lycée qui porte son nom à Angoulême, le lycée Marguerite de Valois. Et en plus, on la mange en chocolat, la très bonne Marguerite d'Angoulême. Tout à fait. Et il y a aussi le Festival du film francophone qui a mis les Valois à l'honneur en récompense. Oui, c'est une famille assez extraordinaire. Vous savez, les Valois Angoulême se sont retrouvés sur le trône par un certain nombre de hasards. Ils étaient bien sûr membres de la famille royale, prince du sang, mais ils étaient des cousins des rois de France. Et il a fallu que deux rois morts sans héritier mâle, le roi Charles VIII et le roi Louis XII, pour que François d'Angoulême monte sur le trône de France en 1515. Et les Valois-Angoulême sont ensuite restés sur le trône de France de François Ier jusqu'à son dernier petit-fils, le roi Henri III. Les Valois-Angoulême, donc c'est, vous voyez, essentiellement le XVIe siècle, avant qu'on ne passe aux Bourbons. Bien, alors, en vous écoutant depuis tout à l'heure, on a l'impression que Angoulême est une espèce de plaque tournante. Là, vous parliez de la Navarre et d'Angoulême, vous parliez des Bourbons et des Valois, et vous parliez de l'Angleterre et du Royaume de France, finalement, où tout s'interpénètre.
Oui, je pense qu'Angoulême, de par sa position et de par les familles qui l'ont occupé, est un centre européen. Quand on regarde la statue de Marguerite, Marguerite, c'est la grand-mère de l'Europe, si on peut dire, puisque c'est l'arrière-grand-mère, arrière-arrière du roi Louis-Philippe, mais aussi du roi des Belges, mais aussi quelque part du grand-duc de Luxembourg, du roi d'Espagne. Donc, si vous voulez, elle a essaimé, comme Isabelle Taillefer aussi, plusieurs siècles plus tôt, a été aussi une grand-mère de l'Europe, puisqu'un de ses enfants a épousé un empereur allemand, un autre un roi d'Écosse. Donc voilà, elles sont, ces femmes et ces hommes, quelque part, déjà des princes européens. Donc je dis ça parce qu'on n'a pas l'impression qu'Angoulême a cette notoriété quelque part. Il faut gratter un peu pour trouver que l'histoire de l'Europe, passe aussi par Angoulême. Oui, je pense que plus on cherche et plus on étudie l'histoire d'Angoulême, plus on s'aperçoit qu'elle est extrêmement ouverte sur le monde, on va dire, sur l'histoire, puisque après, vous savez bien que même le nom d'Angoulême va rayonner jusqu'à New York, puisque quand Verrazzano découvre la baie de New York au nom de François Ier, qui s'appelait donc François d'Angoulême, il va baptiser cette terre la terre d'Angoulême. Donc c'est le premier nom de New York. Donc c'est quand même pas rien. Donc Angoulême, c'est vrai, dès le Moyen-Âge et dès la Renaissance, bien sûr, va rayonner au-delà des mers. Bien, et puis vous en savez quelque chose, puisque un film est passé où vous êtes le narrateur et vous êtes allé jusqu'à New York pour nous conter cette histoire. On peut le voir en replay, je suppose. Comment il s'appelle ? Si New York s'appelait Angoulême, hein, voilà, un documentaire signé Marie-France Brière, que j'ai eu le plaisir effectivement de tourner sous sa direction il y a quelques années et qui montre cette histoire incroyable, si peu connue, qui commence donc à Angoulême et qui va jusqu'à New York. Et dans le documentaire, justement, on recherche les traces de cette présence française et angoumoisine à New York. Et on a trouvé des témoignages certains. Bien, et même un petit monument. Alors maintenant, nous continuons le tour d'Angoulême. On se trouve sur la place devant l'hôtel de ville, enfin on y arrive en tout cas, pour peut-être conter l'histoire de ce château et l'histoire qui continue à travers sa restauration, peut-être au 19e ou peut-être je vais trop vite. Voilà, je vous disais, oui, effectivement, cette histoire, elle est double. Je vous ai d'abord raconté l'histoire des comtes d'Angoulême, qui sont implantés ici donc depuis très longtemps, et dans ce lieu, depuis la reine d'Angleterre, Isabelle Taillefer, et puis jusqu'à la Révolution au début du 19e siècle. Et puis en 1838, il y a un maire d'Angoulême qui a une idée, c'est de construire une nouvelle mairie. Les mairies d'Angoulême, elles existent depuis le Moyen-Âge. C'est que la commune d'Angoulême a été fondée justement par le mari d'Isabelle Taillefer, le roi d'Angleterre Jean Santerre, en 1204. Alors depuis 1204, les mairies se sont succédées dans le vieil Angoulême. Ce sont des petites maisons généralement, trop petites. Et en 1838, Paul-Joseph Normand de la Tranchade, un nom bien connu, passé au château de la Tranchade en Charente, pense à transformer le vieux château des comtes d'Angoulême en mairie. Il trouve que ce serait une idée extraordinaire. Il faudra 30 ans pour que le projet aboutisse, oui. 30 ans et plusieurs maires. L'idée vient de Normand de la Tranchade. Les travaux commenceront en 1858 sous le mandat de M. Bourru du Vivier. Et c'est Paul Sazerac de Forges, Laurent, qui inaugurera l'hôtel de ville en 1868. Alors pour construire un hôtel de ville, il faut bien sûr les ouvriers, mais il faut aussi un architecte. Et on va faire appel à l'architecte Paul Abadie, fils, qui est un architecte bien connu, disciple de Viollet-le-Duc, qui restaure Notre-Dame de Paris et qui est le spécialiste un peu, on va dire, du style éclectique, du style troubadour. On entend la cloche municipale, voilà, qui sonne l'heure. Donc Abadie va penser à un véritable palais municipal avec une tour de beffroi ajoutée, comme dans les villes du Nord, on va la voir tout de suite. Et puis il va ajouter des ailes. Et quelque part, garder, pense-t-il au début, un peu le corps de logis du bon comte Jean, les tours. Puis finalement, il va démolir le corps de logis du comte Jean et ne garder que 2 tours, malgré l'assistance de la Société archéologique, des amoureux du patrimoine. Mais c'était encore embryonnaire au départ. Vous savez, la défense du patrimoine est née au milieu du 19e siècle surtout, mais il a fallu du temps pour qu'on impose cette idée de préservation. Donc on démolit une partie et Paul Abadie voit grand, les devis se sont multipliés par 2 ou par 3
Et c'est un chantier colossal qui va aboutir en 1868 donc à la construction de cet hôtel de ville. C'est 10 ans de chantier avec des ouvriers, des artisans de très très grande qualité qui vont se succéder ici donc sur le plateau d'Angoulême. Et on va s'avancer pour admirer cette façade. Bien, alors en s'avançant, je vais vous demander, quand Monsieur de la Tranchade décide d'avoir ce projet si grandiose, qu'est-ce qu'il y avait dans le château à ce moment-là? Il servait de quoi? De remise? Qui était là? Alors le château appartenait au département, il va ensuite tomber dans l'escarcelle de la commune et il n'y avait plus grand-chose à l'intérieur du château puisqu'il était extrêmement délabré, en assez mauvais état. Et je vous ai dit, il avait servi en plus de prison à différents moments. Donc voilà, c'était un bâtiment qui était un peu en déshérence, mais qui en même temps a une histoire extraordinaire. Bien, alors maintenant nous sommes devant la porte d'entrée, et ce beffroi où la cloche nous a accueillis lorsque nous sommes arrivés tout à l'heure et qui nous a fait une petite musique pendant que vous étiez en train de parler de Paul Abadie. Oui, donc je vous invite maintenant bien sûr à vous retourner pour admirer cette façade assez extraordinaire. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de style éclectique, c'est-à-dire que Abadie, comme il va faire dans beaucoup de ses œuvres, va mélanger les styles. Donc on voit plutôt un style médiéval, vous voyez, inspiré de l'architecture des églises du Moyen-Âge, des palais municipaux du Moyen-Âge, et surtout dominé par un haut beffroi, cette tour immense qu'il va créer, 60 mètres, en souhaitant qu'elle soit plus haute que le clocher de la cathédrale d'Angoulême, et y installer bien sûr les cloches municipales. Et aussi, vous voyez, on voit un souverain et une femme qui tend des clés au souverain. C'est le roi Charles V. Et la femme, c'est la ville d'Angoulême, puisque en 1375, le roi de France va recréer la commune d'Angoulême au sortir de la guerre de Cent Ans, lorsqu'Angoulême avait libéré la cité des occupants anglais. Charles V, dans le sillage du roi d'Angleterre, qui avait le premier fondé la commune, va renouveler la commune, et c'est le roi Charles V, Valois bien sûr, qui est ici représenté sur ce tympan. Donc cette très belle façade est extrêmement intéressante parce que elle mélange, comme je vous l'ai dit, tous les styles, et surtout on y voit des marguerites, vous voyez, au niveau du rez-de-chaussée. Vous avez ces marguerites qui éclairent le hall de l'hôtel de ville. Ces marguerites, c'est un hommage, bien sûr, à la reine de Navarre, que vous retrouverez dans différents éléments de l'hôtel de ville. L'architecture rend hommage à la reine de Navarre, à la sœur de François Ier, un peu partout. Donc ça, c'est voilà, cette aile du pouvoir, puisque le cabinet du maire est juste derrière. Ici, ce premier étage, ce grand balcon et les pièces adjacentes, c'est vraiment l'aile que Abadie a particulièrement soignée, comme il va également réaliser de très beaux salons de l'autre côté. Voilà. Donc là, on est dans la deuxième partie de l'histoire de ce bâtiment. C'est celle de la mairie d'Angoulême. Abadie va créer ce bel espace pour les citoyens d'Angoulême. Et avec cette salle des fêtes absolument magnifique, style Napoléon III, vous pouvez nous en dire deux mots. Peut-être un jour, on aura la chance d'y rentrer et d'en faire la visite. Mais en tout cas, beaucoup d'Angoumoisins ou de Charentais la connaissent, cette belle salle. Oui, tout à fait. Angoulême a la chance d'avoir, je vous ai dit, un palais municipal assez extraordinaire, puisqu'il résume l'histoire de France, finalement, avec la partie féodale et la partie plus municipale, avec cette institution municipale si riche. Et on peut dire que cet hôtel de ville est aujourd'hui monument historique dans son intégralité. Et il a conservé à l'intérieur des très beaux décors, des escaliers absolument magnifiques, notamment l'escalier d'honneur, et puis des salons avec leurs décors d'origine, où effectivement des cheminées voisines avec des tentures d'apparat, des parquets en étoile, des poignées aux armes de la ville, avec des décors qui sont absolument intacts et où le nom de Marguerite et François voisinent avec ceux de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. On mélange les époques puisque l'hôtel de ville est terminé à la fin du Second Empire. Donc on rend aussi hommage au chef d'État du moment, l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Mais ce sont des décors rarissimes. Il y a très peu de décors Napoléon III aussi bien conservés en France. Donc on est très fiers, c'est vrai, Angoulême, d'avoir ces grands salons où d'ailleurs aujourd'hui se tiennent les réunions du conseil municipal et les grands événements de la ville.
Très bien. Alors, ce qui est impressionnant, puisque nous sommes au pied du beffroi, c'est qu'on ne peut pas avoir tellement de recul, et alors il nous domine de toute sa hauteur. Oui, c'est la flèche d'Angoulême, visible, je vous le disais tout à l'heure, de kilomètres à la ronde. C'est le but. Abadi, en fait, a copié les communes du nord de la France, vous savez, Lille, Béthune, toutes ces villes du nord ou de Belgique, où justement les palais municipaux sont dominés toujours par des grandes tours. Et donc, il a ajouté ce beffroi qui est tout à fait remarquable dans un style néo-gothique inspiré des villes du nord, qui voisinent avec les tours médiévales. Alors, cher Florent, nous terminons notre émission, mais est-ce qu'il y a des projets d'avenir pour cet endroit qui plonge ses racines depuis des temps presque immémoriaux? Est-ce que vous avez quelques idées ou quelques fuites qui vous permettraient de nous dire que devient ce palais municipal dans les années à venir? Alors, déjà, le présent, c'est le palais des citoyens d'Angoulême. Oui, tous les citoyens d'Angoulême ont la chance d'avoir ici un palais extraordinaire. Une partie des services municipaux, je dis bien une partie, pas tous, sont toujours installés dans cet hôtel de ville. C'est bien sûr le cabinet de monsieur le maire, de ses adjoints, des conseillers municipaux et des principales directions de la ville. L'avenir, écoutez, on va dire l'avenir est là quelque part, on est en train de l'imaginer. Mais déjà, la façade a été nettoyée, vous le voyez, il y a quelques années. On peut espérer, bien sûr, je crois que les élus le souhaitent, par tranche, parce que ce sont des chantiers très coûteux, que progressivement ce lieu soit réhabilité pour mettre en valeur cette architecture extraordinaire. Mais déjà, bon nombre d'activités en lieu pour le mettre en valeur, ne serait-ce que des visites guidées. Bien, des visites guidées, et puis pour les journées du patrimoine aussi, sans doute. Bien sûr, et puis beaucoup de concerts aussi qui ont lieu l'été, les mardis musique avec Jacques Marot dans la cour de l'hôtel de ville, et puis bien sûr beaucoup d'activités dans les grands salons. C'est le palais, après avoir été le palais des comtes, c'est le palais des citoyens. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons nous quitter, cher Florent Gaillard. Merci de nous avoir promenés autour de l'hôtel de ville et dans l'histoire de France, de l'Europe et bien sûr de la Charente et d'Angoulême en particulier. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.